Bonjour, bienvenue sur Mediapart pour ce nouveau débat vidéo que nous avons choisi aujourd'hui d'intituler « Irak aux origines du djihad moderne ». Alors pourquoi ce mot « moderne » Parce que nous souhaitons aujourd'hui nous concentrer sur la stratégie qui consiste à frapper l'ennemi proche, c'est-à-dire la stratégie adoptée par l'organisation de l'État islamique, organisation qui opère actuellement en Syrie et en Irak. Pour ces djihadistes, l'ennemi proche peut être incarné tour à tour par des soldats de l'armée américaine stationnés en Irak jusqu'en 2011, par le régime ou par les rebelles syriens, ou encore par les musulmans chiites. Cette stratégie de l'ennemi proche s'oppose, vous l'avez bien compris, à celle qui revient à se focaliser sur l'ennemi lointain. Frapper l'ennemi lointain, c'est la stratégie d'Al-Qaïda, l'organisation rivale de l'État islamique, qui commet des attentats donc, aux États-Unis, en Occident en général, en Europe et en France ces derniers temps. Alors si cette stratégie de l'ennemi proche est aujourd'hui centrale pour comprendre ce qui est en jeu en ce moment même au Moyen-Orient, c'est parce qu'elle permet à l'organisation de l'État islamique de se maintenir sur un large territoire à cheval entre la Syrie et l'Irak et de disposer des ressources régulières pour assurer son autonomie et sa permanence. Comment cette stratégie de l'ennemi proche est-elle née et comment s'est-elle développée? Pourquoi l'Irak tient-elle une place si importante dans la formation de l'État islamique? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres que l'on se pose aujourd'hui sur le Moyen-Orient bouillonnant, deux invités. Myriam Benrad, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse associée à l'Institut d'études politiques de Paris et spécialiste de l'Irak. Votre dernier livre s'intitule « L'Irak, la revanche de l'histoire de l'occupation étrangère à l'État islamique ». C'est paru en 2015 chez Vendémiaire. Et Wassim Nasr, bonjour. Vous êtes spécialiste reconnu de la mouvance djihadiste, que vous suivez d'ailleurs avec acuité depuis plusieurs années, et vous êtes par ailleurs journaliste à la chaîne France 24. Alors Myriam, c'est l'année 2003 qu'on va examiner en premier, c'est l'année de l'invasion de l'Irak par les États-Unis. C'est une date absolument clé pour comprendre l'émergence de l'État islamique. Pourtant, vous-même, vous estimez que, outre la guerre, c'est la destruction de l'appareil d'État et de l'armée irakienne par les États-Unis qui ont permis les conditions de l'émergence de l'État islamique. Expliquez-nous ça. Oui. Alors, il y a les mesures qui sont prises par les Américains qui s'installent en fait très rapidement à Bagdad après une guerre éclair, qui vont, à mon avis, être les premiers facteurs de décomposition de ce pays, enfin dans l'immédiat après 2003. Il y a eu deux erreurs fondatrices qui ont été d'une part le démantèlement de l'armée, puisqu'un certain nombre d'officiers et de soldats vont de fait prendre les armes contre les Américains, contre ce qui est perçu comme une nouvelle colonisation de l'Irak après celle des Britanniques au début du XXe siècle. Et l'autre grande erreur, c'est la débassification qui initialement devait être une déssadamisation, c'est-à-dire se limiter finalement au premier cercle du régime et à ceux qui avaient de fait du sang sur les mains et qui s'est transformée en purge. Alors une purge d'autant plus problématique qu'elle a été perçue par les Arabes sunnites comme une désunification de l'Irak, une volonté de les éliminer en fait du pays, de la carte. Et à partir de là, on a une mouvance d'hommes hétéroclites qui va prendre les armes avec des motifs idéologiques différents. Je voudrais juste dire une chose, il est évident que les bassistes, de ce point de vue, vont jouer un rôle fondamental. Alors certains, pour le retour à l'époque de Saddam Hussein au pouvoir, d'autres considèrent qu'au contraire, Saddam Hussein a perdu la guerre, a perdu dans ses objectifs, finalement a été le dernier rempart d'un nationalisme arabe moribond, donc il faut passer à autre chose. Et c'est là qu'au fur et à mesure du combat, et je dirais entre les années 2004, les sièges de Falloujah, et 2005, l'impasse du processus politique et le retrait surtout des Arabes sunnites, c'est dans ces deux années-là que l'État islamique prend forme autour de la figure de Zarqawi, qui très rapidement va estimer qu'il faut adjoindre à la lutte armée un projet politique. Et là, on touche finalement aussi à la décennie 90, au djihad, du djihad afghan, je dirais, jusqu'à l'Algérie, où ce projet politique n'a pas été anticipé. Et dans la propagande de l'État islamique qui paraît dès 2006, il est très clairement fait référence, y compris d'ailleurs dans la proclamation, le communiqué de proclamation de l'État islamique d'Irak en 2006, il est fait référence aux accords de Dayton, par exemple, qui ont noyé finalement le djihad et l'éventualité d'un projet politique, à savoir un État islamique comme prélude à la restauration du califat. Alors justement, Wassim, ce nouveau djihad qui naît en Irak, donc à la suite de l'invasion des États-Unis, qui attire déjà à l'époque des combattants du monde entier, y compris des Tunisiens. On a publié sur Mediapart une enquête sur un certain Ali Arzi, les frères Arzi. Tarek Arzi était en Irak depuis 2003, Ali a rejoint plus tard, dès 2013. Qu'est-ce que ce djihad irakien en fait a de spécifique par rapport au djihad afghan qui avait finalement servi
servi à former au premier cadre d'Al-Qaïda, première génération, deuxième génération, de se former en Afghanistan. Quelle est la différence avec ce nouveau djihad qui naît en fait en Irak? Qu'a-t-il de spécifique? Il y a une grande différence parce qu'en Afghanistan, le djihad, même s'il y a eu des combattants étrangers, c'était plutôt un djihad national, donc qui se limitait à l'Afghanistan. Même les talibans, quand ils ont constitué leur émirat islamique, ils ont accepté le jeu diplomatique, ils ont eu des représentations. Et en même temps, le Mollah Omar, jusqu'à aujourd'hui, il affirme que ses préoccupations sont nationales. Il se limite à l'Afghanistan. Donc même si parfois certaines figures d'Al-Qaïda l'ont érigé comme émir des croyants, lui, il ne veut pas de ce rôle, donc le Mollah Omar. Alors que d'un autre côté, comme ça a été très bien dit, en Irak, Zarqawi, dès le début, il avait un projet politique. Donc un projet politique de créer un État islamique. Et donc ça, même l'appellation, elle était, si je puis dire, innovatrice et nouvelle en ce qui concerne les mouvances djihadistes. Donc on est passé au-delà du stade de l'organisation pour faire un État, donc un État qui fédère, qui administre et qui gère un territoire et une population. Donc avec un projet politique viable. Et c'est sur ce projet politique viable, avec la guerre contre l'ennemi proche, comme vous l'avez très bien dit aussi, qu'ils ont réussi à fédérer, qu'ils ont réussi à attirer. Et bien sûr, dès qu'on a un projet politique, l'appel, il est amplifié. Mais on est en 2003-2006, dans cette période, donc l'État islamique n'existe pas encore. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme Zarqawi, qui a été proche d'Al-Qaïda, qui a eu des camps d'entraînement en Afghanistan, qui étaient certes différents d'Al-Qaïda, mais qui est au départ un cadre d'Al-Qaïda, qu'est-ce qui fait que Zarqawi choisit cette stratégie de l'ennemi proche? Et en est-il vraiment l'auteur, comme on le lit dans plusieurs publications? Il en est vraiment l'auteur. Et d'ailleurs, Zarqawi, en tout cas Al-Qaïda en Mésopotamie, donc avant que ça devient Al-Qaïda en Mésopotamie, c'était une branche tout à fait indépendante d'Al-Qaïda. Et donc Zarqawi a toujours été le mouton noir d'Al-Qaïda, si je puis dire, parce que ses objectifs politiques et militaires ne concordaient pas complètement avec ceux de Ben Laden. Mais à cette époque-là, quand il est rentré d'Afghanistan via l'Iran, il est arrivé en Irak, le label Al-Qaïda était encore important. Donc il avait besoin de ce label, donc il a voué allégeance à Al-Qaïda et cette allégeance a été acceptée. Mais très vite, Al-Qaïda en Mésopotamie a initié et rentré dans une sorte de coalition, la coalition des Moutaïbines, pour la création de l'État islamique. Donc il ne faut pas tout confondre. Ça veut dire l'État islamique en Irak n'est pas Al-Qaïda. Al-Qaïda, par contre, est une composante qui s'est dissoute dans l'État islamique en Irak, à l'instar d'autres aussi groupes djihadistes. Et d'où aujourd'hui aussi ce qui a aussi initié la sorte de conflit entre Al-Qaïda et l'État islamique. Ça veut dire comment l'État islamique qui a été reconnu par Ben Laden à l'époque va être sous les ordres d'Al-Qaïda. On y reviendra sur le. Voilà, et donc c'est toute la problématique aujourd'hui. Donc eux, ils ont fait un État, ils ont un projet politique viable comme un État. Ils essayent de l'instaurer alors qu'Al-Qaïda n'a pas un projet étatique tel qu'il soit. Cette idée d'État viable, elle est dans l'esprit de Zarqawi dès le départ, dès 2004? En tout cas, ça faisait partie de son projet. Mais à l'époque, donc il y a eu plusieurs conditions qui ont fait que ce n'était pas possible. Et Al-Qaïda en Mésopotamie et après l'État islamique en Irak, ils ont fait beaucoup d'erreurs, en tout cas, surtout en ce qui concerne la gestion des villes, donc que ce soit à Fallujah ou ailleurs. Ils n'ont pas réussi à fédérer la population autour d'eux. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là aussi, il y avait un effort consistant américain, que ce soit militaire ou financier, pour les contrer. Les Américains ont réussi, grâce à la composition des Sarwat en 2007, donc des milices sunnites claniques anti-djihadistes, ils ont réussi à les chasser de les villes parce qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs, ils ont été très rudes avec la population, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Ils ont appris des leçons passées et dès qu'ils ont investi Fallujah en janvier 2014, et ça on l'oublie parce qu'ils ont la main sur la ville depuis janvier 2014, ils ont fait en sorte que ce soit des locaux qui gèrent la ville, donc des locaux qui leur sont fidèles bien sûr, et cet exemple-là a été calqué à Mossoul, et le même exemple à Raqqa en Syrie et ailleurs, et à Ramadi aujourd'hui c'est aussi le cas. Sans oublier que tout l'effort financier et militaire américain n'existe plus aujourd'hui. Donc ceux qui se sont battus du côté du gouvernement américain, du côté de l'administration américaine à l'époque, on leur a promis maintes choses, dont des améliorations au niveau économique et dont aussi un partage du pouvoir équitable. Ça n'a pas été le cas. Pendant 10 ans, toutes ces promesses n'ont pas été tenues. Donc les quelques chefs qui restent aujourd'hui loyaux à Bagdad, c'est des gens qui n'ont pas le choix. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le choix de quitter ou de laisser tomber Bagdad, alors que ça se joue à un autre niveau, au niveau de la nouvelle génération. Parce qu'on dit parfois qu'il y a des clans anti-djihadistes. Non, moi j'ai beaucoup travaillé sur la question. Il n'y a pas de clan en tant que tel anti-djihadiste. Dans tous les clans, il y a des djihadistes et des anti. Et les anti-djihadistes sont de moins en moins nombreux parce qu'on n'a pas de projet à proposer
aux sunnites d'Irak aujourd'hui, idem pour les sunnites de Syrie. Donc pour eux, la solution se trouve aujourd'hui, c'est la solution que propose l'État islamique. De facto, c'est comme ça, et c'est ça aussi qui fait que l'État islamique avance à Anbar, c'est ça qui fait qu'ils ont pris Ramadi, une ville aussi qu'ils ont investi dès janvier 2014. On oublie, les milices sunnites anti-État islamique se sont battues pendant plus d'1 an contre les djihadistes. Et à la fin, bon, ils ont... C'est ça qui a fait en fait son succès dès le départ, parce que le paradoxe, c'est que vous dites que Zarqawi, c'est quelqu'un de très important dans le mouvement djihadiste. En même temps, c'est en 2006, quand il décède, effectivement, que la branche d'Al-Qaïda qui portait est absorbée comme ça pour former l'État islamique d'Irak. J'ai des points de désaccord. Je pense qu'il faut avoir une vision de désaccord. L'ennemi proche n'est pas théorisé en tant que tel. L'ennemi proche a toujours été dans la mouvance islamiste, qui ensuite devient une mouvance djihadiste radicale. Une partie des islamistes, notamment liés aux frères musulmans, vont finalement choisir la voie de la violence. En fait, il faut remonter aux origines du problème, c'est-à-dire la présence européenne à partir du XIXe siècle, la réaction de l'islam, du monde musulman à cette pénétration européenne, le colonialisme. Depuis le début, l'islam politique est une opposition à ce qui est considéré comme une pénétration finalement qui vient distordre l'islam, vient apporter finalement une modernité qui est en porte-à-faux, en tout cas ce sera la position de Hassan al-Banna, en porte-à-faux avec les principes de l'islam, avec finalement ce qui pourrait s'avérer être un mode de développement propre à cette région. Ce qui est théorisé en fait en tant que tel, et c'est là que je pense que la distinction, il faut faire attention à la distinction ennemi proche, ennemi lointain, en fait l'un n'exclut pas l'autre. Le vrai point de rupture, je pense, c'est quand Zawahiri va théoriser l'ennemi lointain. Le numéro 1 d'Al-Qaïda aujourd'hui, qui était anciennement l'adjoint de Ben Laden. Le mentor de Ben Laden. Et puis évidemment, derrière lui aussi, Abdallah Azzam, qui lui considérait qu'il fallait, au contraire, et qui a inspiré Zarqawi au premier plan, se centrer sur la région. C'est vraiment l'inspiration idéologique. Mais l'ennemi proche, si vous voulez, ça va de soi. Ça a toujours été au cœur, finalement, de la lutte de l'islam politique contre, encore une fois, ce qui est perçu depuis le XIXe siècle comme une pénétration impérialiste du monde musulman. Et après, alors évidemment, on peut débattre des heures et des heures sur les différentes dissensions. Je voudrais juste rajouter une chose par rapport à ce qui a été dit. Donc Zarqawi, il faut quand même le dire, a hérité de tout cela. Il n'y a pas une rupture. Et encore une fois, si on reprend les communiqués de l'organisation à partir de 2006, ils ne font que revenir sur l'historicité de tout cela, sur les erreurs, tout à fait, les injonctions de leurs mentors passés. Donc il y a, à mon avis, une profondeur historique à réintroduire, ce qui vient nuancer l'idée, la thèse de la nouveauté de l'État islamique. Il n'y a pas de nouveauté. J'aimerais juste aussi dire une chose, la question de l'État islamique, ad-Dawla al-Islamiyya, elle est présente dans toute la pensée islamique depuis les origines. Il y a eu des débats entre intellectuels musulmans sur la question de l'État depuis les origines. Il y a eu des débats sur la question de l'Oumma depuis les origines. Donc, je crois qu'encore une fois, sans tomber dans le déterminisme, il ne faut pas croire que la question de l'État islamique, c'est une nouveauté. Ça touche à l'historiographie finalement précoloniale, européenne, entre autres, qui a voulu aussi calquer finalement l'idée, qui a voulu imposer l'idée qu'il n'y avait rien avant. Qu'il n'y avait rien dans ces sociétés, qu'il n'y avait pas de tradition politique, qu'il n'y avait pas de tradition d'État. Donc je pense qu'il faut faire vraiment attention parce qu'on est dans le sensationnalisme, en tout cas dans une certaine couverture qui est faite de l'État islamique, alors que ces acteurs se réclament au contraire de l'historicité et font parfois des références extrêmement pointues à certains intellectuels. Sur ce continuum un petit peu au sein de la mouvance djihadiste, on parlait récemment là, justement de rupture, ennemi proche, ennemi lointain. Pour vous, est-ce qu'il y a réellement rupture ou est-ce que c'est plus compliqué que ça comme Non, il y a une vraie continuité, mais il y avait une tendance qui prenait le dessus sur une autre. Donc aujourd'hui, ce qui est nouveau dans l'État islamique, c'est que certes, il y a eu des combats contre le colonialisme et tout ça, historiquement parlant, mais l'islam politique n'était pas le fer de lance de ces combats. Donc aujourd'hui, l'État islamique, il s'est imposé comme fer de lance vis-à-vis du monde sunnite, comme vengeur des sunnites
et comme donc l'organisation ou l'État qui va réinstaurer tout ça. Donc ce califat rêvé. Sur la ruine des mouvements de libération nationale qui sont considérés comme étant une extension post-coloniale de l'impérialisme occidental. Donc aujourd'hui l'État islamique a réussi à reconstituer cet État, ce califat rêvé, et qui est perdu depuis 1924. Oui, mais c'est ça la nouveauté aujourd'hui. C'est qu'on parle d'aujourd'hui là, mais cette période-là qui suit la mort de Zarqawi 2006 et qui suit la constitution de l'État islamique jusqu'au début de la révolution syrienne, c'est une période plutôt de vache maigre pour l'État islamique. C'est encore une fois un paradoxe. Comment explique-t-on cette période de dureté? Est-ce que c'est de difficulté pour l'État islamique? Parce qu'il y a eu une réaction en fait, des tribus qui elles-mêmes, qui n'était pas anticipée à l'époque par les djihadistes. Il y a eu un véritable sursaut. C'est vrai qu'on parle, il y a la mobilisation des tribus, leur rapprochement avec l'armée américaine, mais au-delà de ça, il faut quand même le dire, à l'époque, on a aussi des milliers d'hommes qui vont se mobiliser en rejet de l'État islamique. Et ça n'avait pas été anticipé. Ce qui fait qu'on a un contexte, parce qu'il faut évidemment contextualiser, on a un contexte qui est favorable à l'affaiblissement de l'organisation. Cela étant, j'aimerais quand même dire une chose, à l'époque, lorsque Petraeus va devant le Congrès rendre compte du succès du surge, et quand on voit finalement la couverture, le surge, c'est-à-dire l'escalade militaire américaine qui a consisté pour George Bush à renforcer le nombre de soldats sur le terrain. On parle des années 2006, 2007, janvier 2007. À l'automne 2006, en fait, on a déjà un rapprochement donc, avec les Américains. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de dignitaires tribaux sont tués par les membres de l'État islamique, donc, qui d'ailleurs va se rebaptiser État islamique en octobre 2006 en réaction à la stratégie américaine et à l'enlisement de l'armée américaine et dans le cadre de son conflit avec les tribus. Mais il n'y a pas eu d'anticipation. Je vais aller plus rapidement. La différence aujourd'hui, c'est quand on parle de la mobilisation des tribus, l'État islamique a appris de ses erreurs passées, a anticipé une Sarwa 2.0 en quelque sorte, une nouvelle mobilisation, un nouveau réveil des tribus. Et d'ailleurs, on peut dire que le général John Allen, l'émissaire d'Obama, de ce point de vue, a été un peu bête finalement d'annoncer la couleur, c'est-à-dire quel était son point de vue. On ne peut pas lui reprocher parce qu'il était aux commandes en fait, de cette collaboration entre les tribus et l'armée américaine. Et ce qui s'est passé dans les derniers mois, c'est que l'État islamique a anticipé et a liquidé des centaines de membres de tribus qui s'étaient dit prêts à prendre les armes contre l'organisation. Sans Donc, compter le fait... si je comprends bien, excusez-moi un instant, mais si je comprends bien, là c'est le désinvestissement américain, c'est l'absence de processus politique qui ont produit la réémergence, la résurgence de l'État islamique. Il y a plusieurs choses. Il y a le fait aussi qu'entre 2006, alors il y a affaiblissement, mais entre 2006 et 2014, il y a tout de même eu un travail de terrain extrêmement fin. De la part de l'État islamique. De la part de l'État islamique, qui restait en fait présent. Et c'est tout le problème du dogmatisme des déclarations américaines qui, entre 2007 et 2009, finalement, vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué en disant « c'est bon, mission accomplie ». En 2008, l'accord de sécurité irako-américain est signé, donc finalement, les étapes du retrait américain sont organisées. Et Obama annonce finalement que l'État irakien est stabilisé, représentatif et que tout va bien, souverain. Les Américains se retirent. Le problème, alors, juste pour finir, il y a beaucoup d'aspects dans ces questions, mais tout le débat en réalité qui consiste à dire qu'il fallait maintenir une présence américaine pour, en quelque sorte, empêcher le retour de l'État islamique, c'est un débat, à mon avis, qui est tronqué, parce qu'en réalité, cette présence américaine n'a cessé de relégitimer le discours, y compris dans la période, encore une fois, où l'État islamique était en difficulté, mais c'était assez relatif. Le discours oppositionnel. Le discours oppositionnel, contre tout à fait. Contre... Et puis surtout, comme le disait Wassim Nasr, la question de l'intégration ou de la présence des Arabes sunnites dans le processus politique, elle n'a jamais été réglée. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. L'alternative nationaliste de ceux qui étaient prêts en 2003 à prendre part au processus politique, ces gens ont été laminés aux élections de 2005. L'alternative nationaliste, on va dire islamo-nationaliste, des premiers temps dans l'insurrection armée, elle a été aussi laminée par la montée en puissance d'Al-Qaïda et ensuite donc, de l'État islamique. Pourquoi? Parce que ces combattants étaient plus déterminés, remportaient des succès beaucoup plus foudroyants face à l'armée américaine. Donc ces gens aujourd'hui sont quasi inexistants. Et puis, les figures qui sont représentées à Bagdad et dans les provinces sont complètement discréditées, à commencer, pour donner un exemple concret, par les gouverneurs qui ont soit déserté, pour prendre l'exemple du gouverneur de Ninive, ou coopéré avec Maliki, ça c'est l'ancien gouverneur d'Al-Anbar, qui avait été plus ou moins ministre, donc de 2007 à 2013. Premier ministre irakien. Le divorce est tel, si vous voulez, que même à partir du moment où on a tenté un dialogue avec Bagdad,
ça a été extrêmement mal pris par les populations. Et ça a évidemment servi la militarisation de ce qui avait été et une le retour contestation donc, de et le l'État retour islamique de l'État dans les villes et sur le devant des Mm. affaires en Irak. Néanmoins, ce qu'on peut constater dans la chronologie, toujours en tenant un petit peu ces étapes petit à petit, 2003 l'invasion américaine, 2006 la mort de Zarqawi, la constitution d'État islamique, la traversée du désert comme ça. Il y a 2011, le début donc, de la révolution syrienne, et à ce moment-là, l'État islamique va jouer un jeu un peu compliqué, s'appuyant sur les rebelles pour attaquer le régime, puis faisant une sorte de pacte de non-agression avec le régime syrien pour petit à petit grignoter comme ça toute une zone autour de Deir ez-Zor comme ça en Syrie et finalement prendre pied en Syrie pour revenir en Irak. C'est une stratégie que l'État islamique a anticipée ou alors c'est simplement l'État islamique qui a saisi comme ça une opportunité? Il a saisi une opportunité en sachant que, donc à la création du Front al-Nusra, qui était, donc le Front al-Nusra qui était à cette époque-là, qui était la branche, non, à cette époque-là, c'était la branche armée de l'État islamique en Irak, en Syrie. Donc le Front al-Nusra, c'était surtout des djihadistes donc syriens qui se battaient dans les rangs de l'État islamique en Irak à cette époque-là, contre les Américains ou autres, qui étaient présents dans le désert d'Anmar, qui ont été envoyés en Syrie pour créer ce noyau dur de ce que va devenir après l'État islamique en Irak et au Levant. Mais bon, donc Joulani a été envoyé. Joulani, donc un cadre de l'État islamique, envoyé en Syrie. Pas un cadre si important d'ailleurs, un soldat même, on pourrait dire. Il a été envoyé, ils lui ont donné les ressources financières nécessaires à planter cet embryon de groupe djihadiste. On est en 2011, on est fin 2011, début 2012. Donc à ce moment-là, Joulani avec d'autres combattants, il y a des combattants de différentes nationalités qui l'ont rejoint. D'ailleurs, les premiers communiqués du Front al-Nusra, par exemple de la région de Damas, c'était un émir saoudien qui après est devenu un émir très très important de l'État islamique en Irak au Levant. C'est quelqu'un avec qui je discutais souvent, il est mort maintenant. Donc l'idée c'était quoi? C'était de planter ce groupe djihadiste qui était efficace, très efficace sur le terrain. D'ailleurs les premières réussites militaires importantes contre le régime à Damas ou ailleurs, c'était le Front al-Nusra. Mais dans l'idée de planter, donc on implante comme ça, on exporte l'État islamique en Syrie. Il n'existait pas en Syrie à cette époque. Il n'existait pas en Syrie, il y avait des cellules dormantes. Pourquoi? Parce que dans toute la région Est, il y avait des sortes de pied-à-terre pour les gens qui voulaient rejoindre le djihad en Irak. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué. Donc ça se faisait parfois avec l'accord du régime syrien, ils fermaient les yeux, après ils les revendaient à la CIA. Bon, c'est toute une autre problématique. Donc du moment après où le Front al-Nusra a commencé à monter en puissance et Joulani s'émancipait de Baghdadi, donc son chef direct, Baghdadi a décidé de créer l'État islamique en Irak et au Levant. Et à cette annonce, il a fait un communiqué, il a dit « Je dissous l'État islamique en Irak, je dissous le Front al-Nusra », et là, il a dévoilé que c'était sa branche en Syrie, et je réunis les deux groupes sous l'appellation État islamique en Irak et au Levant. À ce moment-là, Joulani a refusé, et il a revoué allégeance directement à Zawahiri. Zawahiri a accepté cette allégeance, et donc de fait, le Front al-Nusra est devenu la branche d'Al-Qaïda en Syrie, et c'est là que le conflit a commencé entre l'État islamique en Irak et au Levant, qui est devenu l'État islamique aujourd'hui, et le Front al-Nusra. Mais par rapport à ce que vous avez dit, qu'il y avait une sorte d'alliance ou d'accord de non-agression avec le régime, ça aussi c'est tronqué. Parce qu'il faut savoir, dans une guerre, chaque groupe a ses priorités. Donc à ce moment-là, donc début 2014, le régime, sa priorité était de sécuriser les routes entre Damas, Homs et la côte et le sud et Deraa. Et l'État islamique en Irak au Levant, sa priorité était de nettoyer ces régions donc des rebelles qui lui sont hostiles, donc à Raqqa ou ailleurs, y compris donc la branche syrienne d'Al-Qaïda. Donc chacun a fait son travail. Il y avait une communauté d'intérêts en fait. Il y a eu une concordance d'intérêts. Donc chacun faisait ce qu'il faisait dans son coin, il n'allait pas taper sur l'autre parce que ce n'était pas le moment. Sachant que dès que l'État islamique a sécurisé toute la zone Est, il n'a pas hésité à taper le régime. Et aujourd'hui, on sait très bien que l'État islamique fait les plus gros dégâts, hein, si je puis dire, dans les rangs de l'armée syrienne. Donc il faut prendre ça, il faut prendre ça avec froideur un peu. Hein. Dans une guerre, parfois, des ennemis ont des intérêts qui concordent sur le terrain. C'est arrivé dans toutes les guerres et ça arrive. Mais d'ici à dire qu'il y a une alliance obscure entre les deux, non. Oui, non, Politiquement, Assad a profité de l'émergence de l'État islamique parce qu'il a pu se dire, et qui se dit aujourd'hui, rempart contre ce djihadisme et ce radicalisme. Et d'un autre côté, l'État islamique, dans sa propagande, il dit, moi dès le début je disais qu'on était seul contre tous. Regardez aujourd'hui, l'armée syrienne au sol, l'aviation des pays du Golfe dans l'air en Syrie, en Irak, regardez, milices chiites, armée américaine au-dessus.
Donc on a raison, ça sert sa propagande. Donc du moment où il y a cette alliance hétéroclite, ça sert sa propagande. Mais est-ce qu'on peut dire que cette alliance s'est composée pour servir sa propagande? Non. On a bien compris. Voilà, et c'est la même chose de l'autre côté. Et alors du coup, dans la période 2011-2014, cet État islamique prospère, entre guillemets, au fur et à mesure autour de la région de Deir ez-Zor, donc pendant 3 ans. En 2014, à l'été 2014, il y a cette offensive foudroyante, puisque l'État islamique s'insère de nouveau de manière importante en Irak jusqu'à prendre Mossoul. Comment l'expliquer, cette déliquescence complète, non seulement de l'armée, mais aussi ces villes qui ouvrent les portes, en fait, qui ne combattent pas l'avancée de l'armée de l'État islamique et qui même parfois ouvrent les portes aux combattants de l'État islamique. Il faut rappeler juste une chose avant, c'est que l'Irak, donc le gouvernement maliki, a laissé faire les milices chiites qui étaient engagées dans la guerre syrienne depuis 2011. Donc c'est Maliki lui-même qui a importé la crise syrienne chez lui. Et toutes ces milices, qui se battent toujours d'ailleurs là-bas, sont aujourd'hui engagées contre l'État islamique en Irak. Et c'est à la suite de ce processus donc, que l'État islamique choisit de réinvestir l'Irak? Je pense qu'il y a une porosité. C'est pareil sur l'idée de... alors, on est dans des... on introduit finalement dans ces dynamiques des cassures qui, à mon avis, sont assez artificielles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si on allait dans la zone de Deir ez-Zor, y compris même Palmyre, c'est les mêmes tribus des deux côtés, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai parlé avec des Syriens à Palmyre à l'automne 2003, lors d'un voyage en Syrie, où j'ai été voir des bassistes, des combattants. Les gens revenaient d'Irak, dès octobre 2003. Enfin, la frontière était complètement poreuse. Donc c'est pareil, la rupture 2011 et l'idée qu'il y a exportation, tout ça est très relatif dans la mesure où toutes ces sphères, ces frontières étaient déjà poreuses. Les années 90, la contrebande, les trafics, etc., qui ont aussi beaucoup joué. Et puis surtout, par rapport à la question des régimes, ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'État aujourd'hui dans le monde arabe? Qu'est-ce qu'on appelle un régime? En réalité, on a des agents de la violence qui passent d'un camp à l'autre de manière très fluide, très facilement. Les agents de la violence, c'est-à-dire? Les agents de la violence, les djihadistes d'aujourd'hui, c'est les anciens, finalement, pour certains officiers, soldats de l'armée irakienne, et d'autres... les anciens petits voyous finalement de Bagdad qui essayaient de survivre, y compris par des arrangements avec le régime bassiste. Les tribus elles-mêmes ne sont pas dans une logique de combat pour des raisons patriotiques comme on le pense souvent. Elles sont dans des logiques de prédation de la même manière que les djihadistes le sont, parce qu'en jeu, il y a la contrebande de pétrole qu'elles ont depuis les années 90, l'autorité locale. Donc on est dans des logiques, je pense, je voudrais simplement dire de domination, qui en réalité, et de prédation surtout, face auquel on a un état de survie de la population, qui viennent remettre en cause partiellement l'idée finalement qu'on pourrait trouver des acteurs qui porteraient des solutions, etc. Il n'y a plus d'État. Et d'ailleurs, je voudrais quand même dire une chose sur la question de l'État irakien, pour revenir à la première question. L'État irakien était exsangue et défait dès les années 90, à tel point que les Irakiens eux-mêmes parlaient de République de Bagdad, parce que de fait, Saddam Hussein ne contrôlait plus son territoire. D'où d'ailleurs cette multiplication des petits arrangements, finalement, avec des acteurs locaux, pour se maintenir au pouvoir. Donc je pense qu'il faut revenir sur la manière dont ces régimes aussi se sont maintenus et se sont perpétués. Et donc voilà, et cette fluidité aujourd'hui fait que de la même manière qu'on a une porosité entre les frontières, eh bien, les combattants vont aussi passer d'un groupe à l'autre, au-delà de l'idéologie, parce que l'État islamique a plus d'armes, plus d'argent, ce qui pourrait tout à fait changer si ce dernier venait à être affaibli. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention aux catégories ou aux cassures qu'on essaie d'induire et qui, en fait, sur le terrain, parfois sont assez relatives. De fait, aujourd'hui, l'État islamique introduit une continuité de Palmyre en Syrie jusqu'à Mossoul. Qu'est-ce qu'on sait, en fait, de ce qui se passe dans ce territoire qui comprend à peu près 10 millions de personnes? On entend régulièrement le récit d'exactions, on voit régulièrement sur les réseaux sociaux des vidéos d'exécutions capitales importantes. Encore cette semaine à Palmyre, plusieurs dizaines de personnes exécutées. Qu'est-ce qu'on sait en fait de ce qui se passe sur place? En fait, ça dépend. En ce qui concerne les exactions, ça dépend à qui l'État islamique s'adresse. Par exemple, à Palmyre, il y a une grande symbolique de Palmyre, déjà. C'était des soldats, donc des soldats du régime, qui ont été exécutés dans cette arène romaine. Palmyre, et donc Tadmor en arabe, qui a une symbolique dans l'histoire islamique. Prison, oui. Mais aussi, il y a aussi la prison de Palmyre. Donc quand tout le monde s'inquiétait pour les ruines de Palmyre, l'État islamique, son objectif était l'aéroport de Palmyre et la prison de Palmyre.
Et d'ailleurs, il est quand même assez anecdotique de voir que c'est l'État islamique qui sort les premières vidéos et les premières images de cette prison qui fonctionne depuis plus de 40 ans, où, il ne faut pas oublier, il y a des gens de différentes nationalités, de différentes confessions qui ont disparu là-bas. Donc l'État islamique, en produisant cette vidéo d'exécution et de destruction de la prison, il ne parle pas au pouvoir politique ici, hein, il ne parle pas à l'ONU, il parle aux gens de cette région. Ça, c'est l'aspect politique, mais Ça, sur, c'est l'aspect sur la politique. manière Contre la tyrannie. Il se veut vengeur de ses populations. Et donc, Et libérateur. Et libérateur. Et donc, révolutionnaire, c'est un rôle qui lui réussit assez bien. Et sans oublier que si on va parler comment il gère ces régions, il a compris, comme d'autres groupes islamiques avant lui, ce n'est pas une nouveauté, que ce soit du côté des sunnites ou des chiites comme le Hezbollah au Liban, que l'effort militaire ne suffit pas. Il faut un effort au niveau civil. Il faut donner aux gens ce qu'ils demandent. Donc, une justice rapide, une sécurité, des lois claires. Parce que quand un pays est en guerre, le groupe qui gagne, il plante son drapeau, les gens, ils ont besoin de vivre. Pourquoi les chrétiens de Raqqa sont restés? Parce que l'État islamique leur a dit, bon, vous payez votre jizya, c'est autant par an, et personne... De quoi est-ce qu'on parle quand vous dites jizya, par exemple? De quoi est-ce qu'il s'agit? La jizya, en fait, la jizya, c'est les populations qui ne sont pas musulmanes, donc chrétiens ou juifs, qui sont acceptés dans les territoires de l'État islamique, payent une sorte de taxe annuelle. Il y a trois niveaux, pour les riches, les classes moyennes et les plus pauvres. Et cette jizya, pourquoi elle existe? Parce que ces populations ne participent pas à l'effort militaire, et pour que l'État islamique les protège. Et donc, si je vous donne cet exemple, c'est parce que, par exemple, les chrétiens de Raqqa ont accepté de rester. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils aiment l'État islamique, mais parce que pendant 4 ans de guerre, ils ont été rackettés par tous les groupes confondus, par le régime, par les autres, par les milices, et il y a un groupe qui a gagné, il leur a dit « vous me devez ça et vous restez tranquille ». Et donc, ils sont restés. Il y a des conditions drastiques, donc pas le droit de prêcher, pas le droit de faire sonner les carillons, voilà. De l'autre côté, en Irak, à Mossoul, le clergé de Mossoul n'avait pas accepté de négocier avec l'État islamique pour maintes raisons. Ils ont eu peur d'être kidnappés, ils n'ont pas voulu lui donner ce gage d'État ou d'interlocuteur. Donc la population a quitté, l'État islamique a mis la main sur tous les biens de cette population. Et voilà, donc quand eux, ils arrivent à imposer leurs lois, les populations qui acceptent ces lois, soumises bien sûr, ont le droit de vivre sous certaines conditions. Donc, il y a néanmoins un exil considérable de personnes qui choisissent de bien sûr, sur centaines de milliers de personnes qui fuient de chaque côté. Mais par exemple, à Mossoul, quand ils ont pris Mossoul, tout le monde a dit exode massif de Mossoul. Non, il n'y a pas eu d'exode massif à Mossoul. Il y a les minorités, les Kurdes et les notables sunnites qui travaillaient avec l'État irakien qui sont partis. Mais si vous regardez les vidéos, si vous regardez les gens, comment ils ont réagi, ils les ont accueillis en libérateurs. Ça aurait pu être n'importe quel autre groupe, mais qui les a libérés du joug de l'armée irakienne, considérés sectaires par cette population. Ça fait 1 an qu'ils sont à Mossoul maintenant, est-ce qu'ils sont toujours considérés comme des libérateurs? En tout cas, ils arrivent à gérer la ville, parce qu'ils ont appris des erreurs passées. Donc, ils donnent les rênes de la ville à des locaux qui leur sont favorables. Donc, ils arrivent à gérer ça. Ils donnent aux gens ce qu'ils veulent. Ils s'occupent des gens. Comme tout autre groupe avant. Le Hezbollah au Liban, c'était pareil. Il était combattu avant tout par les chiites au Liban, qui le considéraient très extrémiste. Et quand il a gagné, il a commencé à fédérer, à administrer, et les gens, ils ont accepté parce que c'était le gagnant. Voilà. C'est un peu plus nuancé au bout d'1 an, parce qu'en réalité, on en parlait tout à l'heure, il n'y a rien en face. Donc même ceux qui sont dans des situations de dissidence, parce qu'on a tout de même des témoignages, des gens qui appellent de Mossoul, leur famille ou à l'extérieur et qui disent bon, ça se passe pas très bien, c'est assez précaire. Mais ils n'ont pas d'autre choix. Mais ils n'ont pas d'autre choix. C'est soit la rébellion et la mort, parce que la dissidence est tout de même synonyme de mort, puisque ce serait un obstacle en fait à ce que eux considèrent comme la révolution. Donc la réalisation des objectifs de la révolution, parce qu'on est aussi un peu, ça c'est ce que j'ai dit dans un autre entretien, dans une logique très trotskiste de réussite par tous les moyens de cette révolution qui par ailleurs a échoué. Et de ce point de vue, ils se disent aussi dépositaires. Je ne comprends plus, l'État islamique est trotskiste. Ils se disent dépositaires. Non, mais bien sûr qu'il y a des thèmes. Du marxisme, la libération, la fin de l'oppression, la fin de l'aliénation. Le partage avec la population. Les djihadistes héritent des mouvements révolutionnaires radicaux qui les ont précédés. Ils se disent aujourd'hui dépositaires des révolutions dans le monde arabe qui ont échoué. Pourquoi ? Parce que les frères musulmans, à leurs yeux, c'est la révolution bourgeoise qui a fait échouer les objectifs de la vraie révolution. Les frères musulmans qui, en Irak, se sont insérés au maximum dans le processus politique. Qui ont accepté la démocratie. En quelque sorte des petits bourgeois. Ce que n'accepte pas les petits bourgeois. On insiste aussi beaucoup sur l'aspect théologique chiite, sunnite, mais
les gens de l'État islamique en veulent aussi beaucoup aux Iraniens. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que le romaïnisme a été aussi une forme de révolution bourgeoise qui a trahi ses objectifs à l'égard du monde musulman. Donc on est en fait vraiment, tout cela est très articulé intellectuellement. Mais pour revenir à Mossoul, l'autre idée évidemment, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Le gouverneur est parti, c'est un traître, c'est un salaud pour la population locale. De la même manière, à cause de sa mauvaise gestion ou à cause parce que c'est un lâche qui, pour la population aussi. corrompue, il est aussi. parti en disant bon courage à ses D'accord, donc il est administrés. totalement discrédité par de la même manière que les gens qui ont fui Ramadi et qui se sont fait soit dans le tuer désert, par les tuer. djihadistes, soit qui ont été finalement un peu les dommages collatéraux des bombardements américains, disent mais voilà, on est complètement laissés livrés à nous-mêmes. Donc il y a aujourd'hui une crise aussi de la représentation et du politique, même je dirais très profonde, ce qui donne la voie libre à ce mouvement qui est, aux yeux d'une partie de la population, un mouvement révolutionnaire qui apportera enfin un changement radical. Et c'est pour ça que je faisais la référence au trotskisme, encore une fois, parce que je trouve que c'est intéressant qu'on ne peut pas non plus, encore une fois, exclure le fait que Saïd Qutb lui-même, Al-Banna lui-même, tous ces gens qui pourtant se sont opposés au marxisme en invoquant l'islam, ont tout de même repris un certain nombre de thèmes. Samuel Banna, Saïd Qutb, c'est les frères musulmans. Oui, c'est les frères musulmans, mais il y a des thèmes qu'on retrouve finalement, encore une fois, qui sont justifiés au nom de l'islam, mais qui ne sont pas étrangers à d'autres causes révolutionnaires. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a un tel ras-le-bol dans la population irakienne, et plus largement au Moyen-Orient, dans le monde arabe, qu'il y a la tentation du changement radical, y compris par l'extrême violence. Parce qu'au moment où on s'interroge finalement sur le fait que les populations soit accréditent, soit restent passives face à la sauvagerie, il y a un certain nombre de sunnites aujourd'hui, plus ou moins impliqués dans les rangs de l'État islamique, qui considèrent qu'il faut passer par là, donc par la terreur, pour enfin se libérer, s'affranchir de ce qui a précédé. Comme tout groupe révolutionnaire. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de... C'est pour ça que je disais... Voilà, qu'il n'y a pas réellement de rupture, qu'il n'y a pas de rupture et qu'il n'y a pas d'exclusivisme à l'État islamique, qui n'a peut-être pas introduit cette rupture, mais qui quand même a introduit une inflexion du point de vue idéologique, l'incarne aujourd'hui. L'État islamique, dernièrement, a subi plusieurs revers. Bon, c'était Kobané en janvier 2015, puis il y a eu un certain nombre de villes. Celle dont on a beaucoup parlé, c'est aussi Tal Abyad, donc la rosée blanche en arabe, qui est situé à 86 km de Raqqa, donc la capitale du califat, qui est tombé puis qui a été repris dans l'État islamique. Ça veut quand même dire que l'État islamique peut être défait. Est-ce que ça veut dire qu'on peut vaincre l'État islamique à moyen et court terme, selon vous, Wassim? Ça, je ne sais pas. Moi, j'aime pas me projeter comme ça parce que, en tout cas, jusqu'à là, l'État islamique a réussi à nous surprendre à chaque fois. Et il ne faut pas oublier que Kobané, ça a pris 4 mois. La ville est complètement détruite et Kobané, militairement parlant, n'est pas du tout stratégique. Kobané, c'était la symbolique de la ville, donc Ain al-Arab en arabe. Pourquoi? Parce que Kobané, c'était la seule, donc la ville et sa région, c'était la seule expérience kurde syrienne, stricto sensu, indépendante. Parce que de l'autre côté, donc plus à l'est, à Hasaka et Kamishli, les Kurdes, donc du YPG, travaillent toujours main dans la main avec l'armée syrienne. Et donc là-bas, c'était le rêve d'un Kurdistan syrien qui s'incarnait. Donc une opposition entre deux projets politiques, donc un projet kurde syrien communiste, laïque, nationaliste, voire, et d'un autre côté, le projet du califat qui se veut transethnique, transnational et sous la bannière de l'islam. Donc c'est deux projets qui s'opposaient. Et c'est là la symbolique et l'importance de Kobané. Ce n'est pas une importance militaire. Parce qu'il faut savoir aussi qu'au moment où les Kurdes du YPG mettaient les femmes en avant, l'État islamique... L'équivalent du PKK Voilà, exactement. L'État islamique mettait en avant ses combattants kurdes à lui, qui se battaient contre les Kurdes, donc communistes du YPG. C'est ça l'importance de la vie. En ce qui concerne Tal Abyad, donc Tal Abyad, il y a les intérêts donc, des Américains ou de la coalition qui ont concordé avec ceux des Kurdes. Et pour cela, il y a eu un effort militaire considérable de la part de la coalition pour permettre la prise de Tal Abyad. Pourquoi? Parce que Tal Abyad, c'est une sorte d'artère, ce n'est pas la seule d'ailleurs, et ils ont d'autres passages avec la Turquie, vers Raqqa de l'État islamique. Qui permet d'acheminer les combattants, les ressources. Voilà, et surtout d'exfiltrer les blessés, et tout ça, surtout ça. Et donc, ça a concordé au moment où les Kurdes, ils voulaient créer cette continuité territoriale entre la région de Kobané et les régions de Kameshli et de Hasaka et le Kurdistan irakien, et les Américains ou la coalition qui voulaient
sécuriser cette frontière et couper cette route entre Tal Abyad et Raqqa. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce grand effort militaire. Mais tout ça, ça reste très volatile. C'est difficile de voir dans cette victoire, qui d'ailleurs n'a été que momentanée, une victoire potentielle sur le global. Et d'ailleurs, pourquoi il y a encore quelques semaines, l'État islamique a fait une incursion à Kobané. Tout le monde parlait de Kobané. Ils sont restés une journée à se battre là-bas, alors que lui, il avançait à Asaka. Donc Asaka, type de diversion, voilà, encore une fois. Exactement. Et avant de prendre Mossoul, il a frappé à Samarra. Donc Samarra, une ville très symbolique pour les chiites, qui a déjà frappé par l'État islamique en Irak il y a quelques années. Et donc, ils sont assez habiles. Et quand tout le monde se concentrait sur Kobané pendant 4 mois, l'État islamique a pris 80% de la province d'Anbar. Donc, il ne faut pas voir avec nos yeux, il faut voir avec leurs yeux. C'est eux qui sont sur le terrain et ils ont des priorités qui ne sont pas du tout les nôtres. Ça veut dire que Kobané, pour eux, voilà, c'est juste une symbolique. Voilà. Mais militairement parlant, ils sont assez habiles et ils avancent. Et ils continuent à étendre leur territoire malgré des pertes. Donc, les pertes importantes de l'État islamique depuis le début, c'était quoi? C'était Kobané, Tal Abyad. Ils ont perdu le barrage de Mossoul. Ils ont perdu Diyala à la frontière iranienne, la région de Diyala. Pas toute la région de Diyala, donc quelques villes dans Diyala. Et à part ça, ils continuent d'évoluer dans les zones qui sont en majorité sunnite, donc les zones où ils sont susceptibles d'avoir une assise populaire plus ou moins favorable. Wassim Nasr, Myriam Benrad, merci beaucoup d'avoir été là pour ce débat. À bientôt sur Mediapart.